Oui, Monsieur le Président, pour introduire les débats, Monsieur le Président du Conseil de l'Ordre, le docteur Desseur, va s'exprimer. Merci. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Directeur Général, Madame, Messieurs, je vais m'efforcer très brièvement, succinctement, mais de manière cohérente, de vous présenter la suite de ce travail. L'Île-de-France est réputée région surdotée quant à la démographie médicale. Les données statistiques publiées chaque année par l'Ordre et cette année à l'échelon régional pour permettre la coopération avec les ARS qui se mettent en place montrent que le département de Seine-et-Marne est bien loin de cet a priori. Notre département, qui additionne les difficultés de zones urbaines et de zones rurales, les cumule avec la démographie médicale la plus mauvaise de la région. 223 médecins pour 100 000 habitants, alors qu'en Île-de-France, on en décompte 373 et la moyenne de la métropole est de 290. La moyenne d'âge des médecins sénémarnais est de 52 ans. Les médecins généralistes enregistrés en activité régulière sont 1470. Mais parmi ces 1470 médecins, 849 seulement sont des généralistes libéraux. Et encore, 157 sont des médecins que l'on dit à exercice particulier, qui ne sont donc pratiquant, pour une part prédominante parfois, que l'acupuncture ou l'homéopathie, pas toujours à même de participer aux soins de premier recours et à la permanence des soins. Il y a 82 médecins généralistes libéraux inscrits en tant que remplaçants exclusifs. Ils ne consacrent pas toute leur activité au département. Pour ce qui est des médecins généralistes, la densité est de 109 pour 100 000 habitants seulement. L'Île-de-France est à 222, la métropole à 167. 45% des médecins généralistes sénémarnais ont plus de 55 ans. En Île-de-France, 44% et la métropole, 40%. Le solde entrant-sortant du tableau est depuis 2 années négatif en Seine-et-Marne. Il y a plus de médecins qui prennent leur retraite que de médecins qui s'inscrivent au tableau. L'âge moyen à l'inscription est de 38 ans, la moyenne francilienne est de 34 ans. 76% des inscrits choisissent un exercice salarié, 6% un exercice libéral. En 2009, dans Seine-et-Marne, 11 médecins généralistes se sont inscrits au tableau. Sur ces 11 médecins généralistes, 5 exercent à titre libéral, installés ou remplaçants. En conséquence, le renouvellement des médecins dans leur poste n'est pas assuré actuellement et encore moins à brève échéance. En contrepoint, la démographie générale du département est caractérisée par une population jeune, en progression, dont schématiquement 2/3 sont regroupés sur 1/3 de la superficie en un noyau ouest du département, alors que le 3e tiers de la population se trouve sur les 2 autres tiers du territoire, constituant un croissant est-sud-ouest à prédominance rurale. C'est bien sûr la population médicale de ce croissant qui est démographiquement la plus fragile. Il a été prévu de vous brosser en 4 thèmes les problématiques du département. Le premier concerne l'attractivité de l'exercice médical libéral. Vous connaissez les motifs de la désaffection générale des jeunes médecins pour l'exercice libéral et tout particulièrement pour les disciplines cliniques. Une formation initiale qui n'y prépare guère, la crainte d'un exercice isolé, l'absence de préparation à un exercice libéral et à la gestion de l'entreprise qui est un cabinet libéral, le sentiment d'une surcharge administrative. Le département a ses spécificités. Absence de faculté, absence de CHU, difficulté d'organisation de stages d'étudiants avec des maîtres de stage qui n'ont pas d'étudiants. Au-delà des solutions générales qui sont proposées, le département en a mis en œuvre certaines qui sont particulières. Le Conseil général de Seine-et-Marne a développé des bourses qui sont une des rares initiatives en cette matière qui suscitent des vocations actuellement. Par ailleurs, la perspective à Coulommiers de la création d'une maison pluriprofessionnelle qui, lorsqu'elle aura vu le jour, accueillera des internes et des chefs de clinique provenant de Créteil et qui permettra aux jeunes de prendre contact avec le territoire. Et un photographe qui est fasciné par le fait que je me laisse le sucre sur les mains. Alors voilà, et je lui disais, voilà, c'est pas le truc le plus intéressant de la discussion. Pardon, excusez-moi. Non, mais après, vous voyez les conséquences. Le président s'est léché le doigt. Oui, oui.
Ça Mes doit missiles cacher pour- quelque chose. Mémicile pour y avoir de mauvais esprits. Merci. Excusez-moi. Merci de votre gentillesse. Un second thème qui sera évoqué, ce sera celui des coopérations ville-hôpital. Chacun connaît les enjeux généraux en matière économique, de parcours de soins, d'accès aux soins, de la coordination entre l'hospitalisation publique, l'hospitalisation privée et les cabinets libéraux. C'est introduire l'intérêt de nouveaux modes de communication, et pas seulement d'organisation des professions médicales et de santé. Ce sont les messageries sécurisées, l'introduction de la télémédecine, le développement des coopérations interprofessionnelles et non pas de délégation de tâches. Un troisième point sera celui de la permanence de soins. C'est une problématique générale sur le territoire depuis 2001 et les réformes qui se sont suivies depuis ont amené des amendements mais pas toujours des solutions. Le département de Seine-et-Marne est très particulier en cette matière. Dernier point, le vieillissement de la population et l'importante population qui va être concernée par des pathologies du type maladie d'Alzheimer. Ce vieillissement de la population a un coût humain, un coût financier. C'est dire l'intérêt du développement du maintien à domicile et des moyens de l'organiser, l'organisation d'un hébergement de jour puis d'un éventuellement complet, la transformation aussi certainement du statut des EHPAD. C'est aussi celui de la prévention de l'évolution démentielle pour permettre de retarder le placement institutionnel. C'est là que va se placer tout l'intérêt du projet de Brie-Contrebert. J'en ai terminé pour cette présentation générale, Monsieur le Président. Bon, c'était une présentation générale quand même assez précise. Bon, est-ce que quelqu'un devait intervenir sur le... Oui, Monsieur le Président, le docteur Antolini, médecin généraliste, devait intervenir sur le premier thème médecine de proximité et attractivité. Je l'ai déjà bien entendu, Oui, le comme ça. docteur. Oui. Monsieur le Président, je vous remercie d'avoir déjà détendu l'atmosphère, parce qu'on était tous un petit peu tendus, hein, enfin un petit peu soucieux de la façon dont on devait vous recevoir. Donc, pratiquement, la question que j'avais préparée, mon intervention a déjà été évoquée. Alors, je ne sais pas s'il faut que... Donc, je suis le docteur Anthony Livio. Je suis diplômé de 1975 de Paris 12. Je suis installé en tant que généraliste depuis 1978 et j'interviens en tant que médecin autorisé à l'hôpital local depuis pratiquement le début. Je suis actuellement président de la CME et vice-présidente du directoire. Donc, comme vient de le dire Monsieur Désert à côté de moi, Monsieur le Président, la Seine-et-Marne est confrontée, comme beaucoup d'autres départements, avec une véritable désertification médicale. Donc, disons, c'était la problématique que j'avais préparée. Pour des raisons multiples qu'on ne peut pas évoquer ici, l'avenir de nos cabinets est très préoccupant. Et par voie de conséquence, celui de l'hôpital local auquel on est très attaché et qui fait cohabiter donc praticiens, salariés et libéraux. Hein, l'avenir est également préoccupant. L'hôpital local de Brie-Contrebert s'enorgueillit de faire coexister ces deux modes d'exercice et recherche des moyens pour les rendre pérennes, hein, en attirant, si possible, de nouvelles vocations de jeunes médecins. Et malheureusement, actuellement, c'est pas facile. Donc la question était, Monsieur le Président, les pouvoirs publics envisagent-ils de prendre des mesures pour nous aider dans nos démarches afin de consolider notre structure et, si possible, la rendre viable pour l'avenir? Merci aux deux présidents, le président de l'Ordre et le président de la CME. Je suis venu en compagnie de Roselyne Bachelot, en qui j'ai une grande confiance, et de Claude Évin, que je remercie une nouvelle fois parce que Claude Évin était ministre de la Santé. Et il a accepté à notre demande de prendre la direction de l'Agence régionale de santé d'Île-de-France. Non, mais c'est très important. D'abord parce que c'est un homme de grande qualité, mais parce qu'il fallait aussi revaloriser cette filière. Et qu'un ancien ministre considère qu'être le directeur de la première agence régionale de santé de France, c'est très important pour vous. En règle générale, ça se passait dans l'autre sens. C'est-à-dire, un directeur pouvait postuler pour être ministre. Mais un ministre, passionné par les questions de santé, qui dit « je vais mettre tout ce que j'ai appris au service de la réforme que nous avons voulu avec Roselyne Bachelot pour construire un nouveau cadre.
Ça, c'est très rare. Et je le dis une nouvelle fois. D'abord, je trouve que Roselyne a très bien fait de choisir des directeurs d'ARS, de grande qualité. Et je remercie Claude Évin d'avoir accepté cette responsabilité et de le faire en pleine confiance. Parce que ce qui nous occupe n'est pas une question de gauche ou de droite, n'est pas une question d'opposition, de majorité. Une question beaucoup plus fondamentale qui est quelle est l'organisation de notre santé face à des besoins qui vont aller en explosant, pas du tout simplement par le vieillissement, mais par les progrès de la médecine. Aujourd'hui, une boîte d'ampoules pour les chimiothérapies, les dernières, peut coûter plus cher que le salaire de l'infirmière qui va le mettre. Enfin, je veux dire. Donc, c'est un sujet absolument central, le sujet de la santé. Je vais y venir. Et c'est un sujet où nous ne pouvons pas nous permettre de rester et de demeurer immobiles. Nous ne pouvons pas nous permettre de demeurer immobiles. Alors, je me suis mis moi-même un challenge, je vous le dis, c'est de gérer 3 problèmes majeurs, pour faire court, qui sont les problèmes de sécurité, les problèmes de l'avenir de l'agriculture et du monde rural, et les problèmes de la santé et de la médecine, de les gérer vraiment en parfaite symbiose avec les ministres. Pourquoi ? Parce que, quelle que soit la qualité du ministre de la Santé ou du ministre de l'Agriculture, il y a tant à réformer de façon structurelle que ce n'est pas simplement une question du seul ministre de la Santé ou du seul ministre de l'Agriculture. Je ne vous compare pas, mais je veux dire que non mais on ne sera pas agriculteur demain comme on l'a été il y a 40 ans. On ne sera pas médecin aujourd'hui comme on l'a été il y a 30 ans. Et vos établissements hospitaliers ne fonctionneront plus comme ils fonctionnent aujourd'hui. Et je veux dire que cette conviction profonde qui est la mienne, parce que je suis passionné par les problèmes de santé, que je pense être le président de la République qui était le plus souvent visiter les hôpitaux, discuter avec les médecins, je veux en faire la grande affaire de mon quinquennat, et particulièrement à l'intérieur, répondre à la question de la désaffection pour la médecine libérale. Je vous le dis, c'est les chiffres que nous a donnés le président de l'Ordre, comme le docteur Antonelli, sont spectaculaires. La désertification médicale, je veux le dire à nos compatriotes, ne frappe pas que les départements ruraux éloignés, elle frappe en Île-de-France, la Seine-et-Marne, messieurs, madame les élus, elle frappe la Seine-Saint-Denis. Et d'une manière générale, elle frappe la France entière. Il y a aujourd'hui 1 sur 10 nouveaux médecins, il n'y en a qu'un qui s'installe en libéral. Il y a une désaffection pour le métier de généraliste considérable, mais considérable. Vous êtes sur les seuls généralistes, dans votre département, 30% inférieur à ce que devrait être le taux moyen. Et la Seine-et-Marne est un département puissant, un département où il y a de la qualité de vie, où il y a une population qui augmente. Enfin, je veux dire, enfin, il y a des emplois, il y a une population qui augmente, il y a une population jeune. Vous êtes à la fois ville et campagne. C'est un département absolument merveilleux qui a les avantages de la proximité avec la capitale et les avantages, comment dire, presque de la province. Enfin, ne voyez surtout pas. Je fais attention en ce moment, hein, parce que. Mais bon, et c'est absolument anormal. Le chiffre le plus catastrophique, ensuite, que vous avez donné, Monsieur le Président, je ne sais pas si vous l'avez donné, en tout cas je le connais, c'est que près d'1 médecin sur 2
dans ce département, un médecin généraliste sur 2 a plus de 55 ans. Qui peut parler de l'avenir des médecins généralistes si dans un département jeune comme la Seine-et-Marne, un médecin sur 2 généralistes a plus de 55 ans? Remarquez qu'à 55 ans, on est particulièrement jeune. J'en connais. Bon. Mais enfin, on est quand même à 55 ans, allez, dans le dernier tiers de sa carrière, si on veut dire les choses aimablement. Hein? Moi, un peu plus, mais bon. Enfin, je veux dire un peu plus. Allez, dans les 25%. Bon. Mais, donc, il faut réagir. J'ajoute que je suis stupéfait par le fait que 76% des nouveaux inscrits à l'ordre choisissent le salariat. 6 s'installent en libéral. Et on continue à parler de médecine libérale. Comment peut-on parler de médecine libérale quand les 3/4 des installations, c'est du salariat? Enfin, pardon, j'ai été moi-même toute une partie de ma vie professionnel libéral puisqu'avocat. Professionnel libéral, il est installé en libéral, il est son propre patron, son propre employeur, il a des honoraires et non pas un salaire. C'était la définition qu'on avait de profession libérale. C'est pour ça que je disais à Rosine et à Claude, je ne sais plus comment appeler, est-ce qu'on appelle médecine de proximité, est-ce qu'on appelle médecine de ville, mais qu'est-ce qu'on dit de la campagne? Médecine de proximité, mais en même temps, c'est un petit côté médecine de premier secours, quoi. Hein, sans compétence. Est-ce qu'on appelle médecine libérale? Mais c'est une infime minorité. Ils veulent être salariés. Ils veulent s'inscrire en groupe. Donc, notre idée, et c'est pour ça qu'avec Rosine, on a confié une mission à Elisabeth Hubert, mais notre idée, c'est je voudrais, à l'automne, je vous demande de le dire à vos confrères, que nous bâtissions un véritable nouveau cadre conventionnel. La question de la rémunération des médecins, comment on les rémunère, comment on les gratifie, est une question clairement posée. Moi, je ne peux plus m'en tenir à un système où, tous les 5 ans, je le dis à Rosine comme à Claude, il y a une bagarre extraordinaire pour savoir si le C est rémunéré 22 ou 23 €. Vous pensez d'un débat pour des gens qui ont bac plus 8, bac plus 10, bac plus 12. Et en même temps, c'est un système totalement perdant parce que quand vous recevez comme une aumône ce 23e euro, nous, ça nous coûte 200 millions d'euros. 300, pardon, Rosine. Donc vous voyez, donc on ne peut pas faire comme ça. La première consultation, celle qui va diagnostiquer la maladie, elle doit être rémunérée plus cher que la 18e, celle qui va assurer le suivi de la maladie chronique. Il faut, on en parlera après, que les médecins de ville, ou les médecins libéraux, prenons l'appellation habituelle, on favorise leur installation en maison de santé pluridisciplinaire. C'est capital. Vous ne trouverez plus de jeunes, Monsieur le Président, qui accepteront de s'installer tout seuls dans leur coin, de prendre le risque et d'assumer les responsabilités de tout le monde qui n'est pas content. Vous n'en trouverez plus. Enfin, je parle sous votre contrôle, c'est pas faire un reproche. Donc, on va développer les maisons de santé pluridisciplinaires. On en a prévu, nous, 250 en 3 ans. Il faut absolument le faire. Nous avons décidé de créer 400 bourses par an de praticiens de services publics qui, à partir de 2012, nous leur payons leurs études, mais ils s'engagent à s'installer dans des départements sous-dotés. Je respecte profondément la liberté d'installation. Mais enfin, on ne peut plus continuer à avoir les jeunes qui vont dans des disciplines où il y a déjà trop de monde et dans des départements où il y a déjà trop de médecins. On se retrouve dans certains quartiers de nos villes avec une surdensité médicale qui conduit à la paupérisation des médecins et dans des départements entiers, une sous-densité médicale qui crée une injustice pour la santé des Français. On ne peut pas continuer comme ça. Et j'entends qu'on pose la question des conditions de rémunération des médecins. Donc, tous les deux, je vous le dis de la façon la plus
claire, la plus forte, nous irons très loin pour réhabiliter le statut et les conditions d'exercice des médecins dans notre pays. Je ne peux pas vous en définir le contour, puisque on cherche, on écoute, on dialogue. Je m'y investis moi-même. J'étais l'autre jour dans un département de Lot-et-Garonne pour voir, mais je vais aller très profondément, je vous proposerai des changements, et je ne céderai pas sur la nécessité de la réforme dans notre pays. L'immobilisme vous condamnera. Vous condamnera. Et d'ailleurs, permettez-moi de vous dire que c'est ça qui me passionne. Et c'est pour ça que j'ai été élu. Pour porter les changements dont le pays a besoin. Parce que les agriculteurs étaient malheureux, parce que les médecins se posent des questions pour leur avenir à eux, sans parler de l'avenir de leurs enfants. Ils se demandent, les médecins, même s'ils vont pouvoir terminer leur carrière, ou vous-même pour l'hôpital de proximité. Mon travail, c'est de m'occuper des problèmes des Français. Et pour m'occuper des problèmes des Français, je dois le faire dans un esprit de réforme, apporter des réponses aux questions que vous vous posez. Alors bien sûr qu'à chaque fois ça dérange, on bouscule des conservatismes. Mais on prend moins de risques en faisant ça qu'en restant immobile, parce que l'immobilisme, c'est la mort. Voilà. Et j'aimerais tellement que le pays se passionne pour les grands problèmes que sont la santé, l'organisation de la santé, les retraites, comment on va créer de la croissance, plutôt que de s'emballer à la première horreur, calomnie, qui n'a que seul but de salir sans aucune espèce de réalité. Ce qu'on fait ici est tellement plus utile pour le pays. Et c'est tellement plus important pour moi de passer du temps à dialoguer avec vous, à comprendre pourquoi vous êtes inquiet pour votre profession, qui est une des plus belles professions au monde. Et je sais bien que j'ai l'air complètement démodé de vous dire cela, parce que moi je me passionne pour le... Mais moi je pense que les Français, ils se passionnent pour ça. Quelle époque, quel abaissement. Une époque où on s'intéresse plus à la personne qui crée le scandale qu'à la personne qui soigne, qu'à la personne qui travaille, qu'à la personne qui construit. Quelle époque. Voilà. Et c'est ça mon travail. Et j'irai jusqu'au bout de ce travail-là. Je vous le dis. Alors, on discute avec vos syndicats aussi, mais j'ai envie d'aller encore plus loin, de discuter avec la base. Ne prenez pas le mot base au mauvais sens, mais j'ai envie même de casser le cadre habituel, trop convenu. Nous devons réinventer le cadre de l'exercice médical. Voilà ce que je pense. Pardon, j'ai été trop long, mais je vous le dis, comme je l'ai fait l'autre jour en Seine-Saint-Denis avec les forces de sécurité ou dans l'Aveyron avec les agriculteurs, il y a des domaines où les changements sont tellement importants qu'ils sont structurels. On ne s'en sortira pas sinon. Parce qu'aujourd'hui, j'arriverai avec Roselyne Bachot et je vous dirai, allez, les médecins, le C à 28 €. Non mais, comprenez-moi. Non mais, docteur Antonelli, comme vous êtes de caractère facile, vous diriez, c'est pas assez. mais au fond, ça ne résoudra pas le problème. Ça ne résoudra pas le problème. D'abord, nous n'avons pas les moyens pour le faire, mais profondément, ça ne résoudra pas le problème. Ça, c'est de la démagogie. Et je n'ai pas été élu pour la démagogie. Ça ne résoudra pas l'angoisse du médecin seul. Ça ne résoudra pas la longueur des études. Ça ne résoudra pas le problème de la formation continue. Vos métiers changent avec une rapidité stupéfiante. Les connaissances, c'est extraordinaire. Ça ne changera pas la difficulté du rapport au patient qui vénérait son médecin il y a 40 ans ou il y a 30 ans et qui maintenant
le vénère toujours, en tout cas pour la Seine-et-Marne, mais, soyons prudents, mais a plus un rapport, comment dire, de prestataire de service à consommateur. Vous voyez ce que je veux dire? Le médecin, il avait vu la famille, il connaissait les enfants, c'était l'homme à qui on confiait les secrets de famille. Ce monde ne reviendra plus. On va en voir plusieurs, on les met en concurrence, on veut qu'ils vous soignent mais qu'ils vous fassent pas souffrir. Il y a une exigence, on veut qu'ils se trompent pas. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai décidé vraiment d'aller très profondément dans votre problématique. Je veux rénover le cadre conventionnel de la médecine libérale en France. Après, Grosine se très bien occupé de l'hôpital, il y a encore beaucoup à faire, mais c'est un point sur lequel je ne transigerai pas. Non, mais c'était une blague, hein. Oui. Maintenant, il faut préciser. Si mes patients le voient, ils vont me dire oh là là, celui-là il est trop cher. Non, le problème des honoraires, c'est un problème effectivement. Pour moi, personnellement, médecin généraliste de base, ne connaissant pas grand-chose aux arcanes de la politique et aux arcanes du pouvoir, ce qui me gêne essentiellement beaucoup, c'est bien sûr maintenant le numerus clausus des entrées en médecine a été réaugmenté, mais pendant des années, nous avons subi ça. Et ça nous a démoli notre profession. Et ça nous a démoli notre profession. Et si je peux terminer, s'il y avait davantage de gens pour donner une offre de soins, peut-être que les gens seraient plus motivés pour travailler. Parce qu'ils auraient moins de travail. Enfin, je sais pas, je vois ça de mon côté. Bon, sur le numerus clausus, c'est difficile de reprocher à ceux qui ont ouvert le numerus clausus les décisions qui ont été prises par d'autres gouvernements. Mon rôle n'est pas de dire du mal de... Oui, mais enfin, d'abord, dites pas que vous connaissez rien à la politique, parce qu'en tout cas, vous auriez les moyens de... Bon, en tout cas, vous savez faire entendre. Mais ça a été une erreur, bien sûr. Le problème du numerus clausus, quand ils ont mis le numerus clausus, c'est que pour former un médecin, il faut 10 ans. Oui. Un peu moins. Bon. Et donc 9 ans. Et pour corriger une erreur, il faut 9 ans. Bon. Donc la première chose que nous avons faite avec la ministre de la Santé, c'est justement de l'ouvrir. Mais là encore, ça ne suffira pas. Là encore, ça ne suffira pas. Il nous faut repenser la rémunération du praticien et les conditions d'exercice de la médecine. Voilà. Alors, peut-être que je peux passer la parole au docteur André Desseur. Non, ça y est. Ah oui, à David Tourmente. C'est ça qui devait prendre la parole. Qu'est-ce qui nous et Isabelle. Le docteur Desseur devait effectivement réintervenir brièvement sur le thème de la permanence des soins. On peut considérer qu'il l'a fait, là. Voilà, non, sinon... Ah oui. Ah bon, alors, Monsieur Tourmente devait intervenir sur le thème de la coopération entre hôpitaux. Oh, allez-y, comme vous voulez, monsieur le docteur. Allez-y. Bien, bonjour à tous, Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Directeur Général, Mesdames, Messieurs. Donc en effet, comme on l'a évoqué, la question prégnante est évidemment la prise en charge des patients âgés notamment, puisque c'est, je dirais, une des missions fondamentales de l'hôpital de Brie-Comte-Robert. Et la loi Hôpital, Patients, Santé et Territoire, adoptée récemment, prévoit la création des communautés hospitalières de territoire. La question que nous nous posons tous, ces communautés hospitalières de territoire seront-elles prédéfinies par les autorités sanitaires nationales ou régionales, ou laisserons-nous l'opportunité aux établissements de définir ensemble quels sont les meilleurs partenariats pour justement répondre au mieux aux problématiques qu'on a évoquées sur la médecine de ville, sur la prise en charge des patients, parce qu'en effet, la coopération peut permettre de solutionner un certain nombre de problématiques évoquées. Non, la démarche de communauté hospitalière de territoire ne pourra marcher que si ça part du terrain. Hein.
Une communauté hospitalière de territoire idéale, c'est une communauté avec 500 ou 600 lits de médecine, chirurgie, obstétrique. C'est très rarement une communauté hospitalière de territoire autour d'un CHU. On ne peut pas se l'interdire, mais il y a des mécanismes très particuliers qui sont alors mis en œuvre pour les créer. On peut être amené, Claude sera peut-être amené de façon autoritaire et exceptionnelle à le faire s'il y avait un problème de sécurité des soins, par exemple. Et là, on pourrait avoir une démarche d'autorité, mais autrement, ça marche une CHT si ça part du terrain. Non, mais moi, je confirme tout à fait. C'est-à-dire que, et d'ailleurs, que ce soit sur les questions des communautés hospitalières de territoire ou que ce soit sur les questions que vous avez évoquées, Monsieur le Président, je crois que nous disposons maintenant d'un certain nombre d'outils. La loi Hôpital Patient Santé Territoire nous a donné des outils. Les outils, il faut qu'on puisse les adapter au terrain. La réponse, elle n'est pas la même, vraisemblablement, à Melun aujourd'hui, qu'elle l'est, par exemple, à Coulommiers ou qu'elle est à Lagny, Meaux, qui aussi des coopérations qui se mettent en place. Il faut donc qu'on puisse adapter les solutions à la réalité de chacun. Et c'est le rôle justement des agences. L'agence régionale de santé, avec sa délégation du territoire, en Seine-et-Marne par exemple, comme dans chaque département, elle a ce rôle, dans un dialogue avec les professionnels, de pouvoir monter avec eux, avec les élus par ailleurs, de pouvoir monter les solutions qui sont adaptées au terrain. Ceci étant, la communauté hospitalière de territoire, elle s'impose. On ne peut plus maintenant vivre chacun étant dans son coin, dans son établissement. La coopération, la mutualisation, pour mieux servir les patients que nous devons prendre en charge, cette communauté hospitalière, elle s'impose. Par contre, j'ai demandé à Claude, comme aux autres directeurs généraux d'ARS, qu'on travaille un peu sur le modèle de ce qui se fait en intercommunalité, que les élus ici connaissent bien. Il y a des compétences obligatoires de la CHT. Il est évident que si on n'a pas un programme d'investissement en commun, que si on n'a pas une gestion des ressources humaines en commun, et que si on n'a pas des systèmes d'information qui sont compatibles, je ne sais pas comment on peut travailler. Voilà, ça ce sont les compétences obligatoires. Puis ensuite, comme dans les intercos, il y a des choses à la carte. On décide de s'entendre sur tel ou tel sujet, ben on le fait. Mais je crois que cette comparaison avec l'intercommunalité, c'est bien le sens de la coopération hospitalière. Mais vous comprenez bien que dans un département, vous savez quoi, 1 300 000 habitants ici. Bon. Dont les 2 tiers sont sur un tiers du territoire. Bon. Et c'est une vision que je souhaite vraiment que la France puisse tourner la page d'une vision où les seuls schémas d'organisation viendraient du national et du ministère. Mais c'est la vision, enfin, ce pays totalement centralisé. Et alors, il y a 2 idées que je combats. C'est que la bonne organisation vient du haut et s'impose au bas. Et la deuxième chose que je combats, c'est que l'égalité, c'est l'uniformité. C'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Voilà, je prends mes responsabilités, je le dis. Alors, je soutiens à fond Rosine et Claude là-dessus. C'est pas un drame si tout le monde n'est pas organisé de la même façon, parce que ce ne sont pas les mêmes réalités. Un peu de souplesse, un peu de réactivité, cette folie qui consiste à prévoir des circulaires qui n'en finissent pas pour vous expliquer comment vous devez travailler et comment vous devez vous organiser, je n'en veux plus. Alors, naturellement, il y a ce qu'on appelle l'unité nationale, il y a des règles, il faudra les respecter, mais on sera très à l'écoute. Et puis, deuxième chose que je voudrais dire, j'aimerais qu'on arrête d'être défensif pour être proactif. Bon. J'ai été 20 ans président d'un hôpital communal. Je connais par cœur vos réactions. Ce qu'on a, on se bat comme des chiens pour le défendre, et ce qu'on n'a pas, on se bat comme des loups pour le conquérir. OK ? On cède sur rien, on se bat sur tout. Voilà. Et ça, c'est dû à quoi ? L'absence de confiance. Parce que, attention, s'ils nous piquent la salle d'opération, ils vont nous fermer les urgences. S'il n'y a plus de salle d'opération, il n'y aura plus d'obstétrie, parce que la césarienne, c'est un acte chirurgical. Si on n'a pas le scanner, on n'a plus d'urgence. Si on n'a plus d'urgence, on n'est plus un hôpital actif, on devient un hôpital de moyen séjour. Pas vrai ? Ça, c'était le raisonnement avant la loi patient, santé, hôpital. Moi, je rêve d'une autre chose. On se dit, voilà, il y a ce qu'on sait bien faire ici, et puis il y a les voisins. Vous avez des voisins publics,
et privé. On va se mettre en réseau avec les voisins, on va se répartir le travail et on va construire un ensemble formidable ensemble. Ça, c'est proactif. Et nous, on va vous aider. Voilà. Plus de citadelle assiégée, où chacun se bat pour sauver son hôpital qui doit tout faire. Contre toute évidence, il vaut mieux avoir un vrai réseau, je parle notamment sous le contrôle des élus nationaux et locaux, un vrai réseau qui garantit la qualité des soins à toute la population du bassin et où chacun se répartit ses compétences en fonction de ce qu'il sait faire, en s'additionnant plutôt qu'en voulant absolument faire mourir le voisin. Autrement dit, avant cette loi, le système, Claude, c'était tu gagnes ou tu meurs. C'est le rouge ou le noir. Boum, pas de solution autre. Nous voulons faire une autre solution. On fera mourir personne. On va tirer tout le monde vers le haut, mais travailler en réseau, travailler en équipe, développer des projets, échangez-vous les compétences, bâtissez des partenariats. Voilà. Vous n'êtes pas des ennemis, vous n'êtes pas des adversaires. Vous ne pouvez pas tous faire tout. Tout le monde n'est pas CHU. Et même le CHU. On se bat avec Rosine pour expliquer qu'on ne peut pas avoir en France 10 centres de dimension mondiale de greffe du foie. On en a 3 ou 4, je crois. Bon, qu'on ne peut pas avoir 10 centres de dimension mondiale, je dis sous le contrôle d'Arnold Munich, lui-même professeur d'APHP, 10 centres de lutte contre le cancer. Enfin, qu'on est dans une même ville, dans une même équipe hospitalière, dans un même département. Je veux dire que la complémentarité, le choix, parce qu'en plus, on ne peut pas disperser nos moyens. On n'a pas les moyens de les disperser, puisque vous nous en demandez. Voilà. Hein. Monsieur le Président, je vous propose qu'intervienne Monsieur Lécuyer, qui vient d'être élu président du Conseil de surveillance de l'établissement et qui est représentant de France Alzheimer sur le thème de la prise en charge d'Alzheimer. Ça marche. Bonjour messieurs, dames. Je suis effectivement élu président depuis très peu de temps. Ah, d'accord. Et je suis effectivement représentant de l'association France Alzheimer de Seine-et-Marne. Donc nous, notre approche, c'est une approche des familles. C'est-à-dire l'approche des familles, c'est-à-dire qu'on vit au quotidien avec les familles qui sont la problématique des aidants familiaux principaux. Et là, on se trouve devant un problème, c'est-à-dire que bon, pour les soins, il n'y a pas de souci, mais les dents, qu'est-ce qu'il devient dans tout ça? Les dents s'épuisent. Les dents devient, disons, un infirmier involontaire. Et en plus, il va, disons, il se stresse, il va jusqu'à, disons, comment on pourrait dire, jusqu'à l'épuisement. Donc, ce qui se passe, et même j'ai eu des cas, puisque dans le département j'ai eu des cas, ça va même jusqu'au décès, avant, disons, la personne qui est atteinte de cette maladie. Donc nous, notre rôle, c'est sur le terrain. Notre rôle, c'est aussi, je suis bénévole aussi de nuit, donc ça me permet de voir exactement comment les dents, aussi la nuit, ça se passe. Et croyez-moi, c'est pas triste, parce que quand vous avez une personne qui déambule toute la nuit, alors que les dents, toute la journée, il a fait les soins également, et que la nuit, ça fait 24 heures, et que la personne a 80 ans, autant vous dire que vous voyez dans quel état la personne, on la retrouve. Donc nous, on est souvent sur le terrain, même la nuit. J'ai mon téléphone qui est ouvert jour et nuit. Quand il y a une intervention, un aidant qui n'en peut plus m'appelle et me dit « Monsieur Lécuyer, venez me voir parce que on peut plus, je ne peux plus ». Donc là, j'interviens systématiquement. Et c'est vrai que ça, c'est un drame parce que en plus, c'est une maladie de dégénérescence du cerveau qui, en plus, malheureusement, est sournoise et vicieuse, puisqu'en fait, la personne peut avoir cette maladie sans qu'elle ne se développe. Et un beau jour, disons, l'aidant va s'en apercevoir plus facilement parce qu'il va se rendre compte que son conjoint commence à avoir des problèmes de santé. Alors évidemment, qu'est-ce qu'il va faire la personne qui a la maladie d'Alzheimer va cacher pendant longtemps
cette maladie, il va dire mais non, tu sais bien, j'ai toujours perdu mes clés. Tu sais bien, je suis étourdi. L'ennui, c'est qu'il est plus étourdi. Le problème, il est différent. Et je peux vous dire que là, sur le terrain, les familles, on les voit en pleurs. Et croyez-moi, c'est pas triste. Monsieur le Président, d'abord, félicitations pour votre élection. C'est pas si fréquent qu'un représentant associatif soit élu président d'un conseil de surveillance, et ça démontre votre grande implication. Vous dites, quand la personne a 80 ans, permettez-moi de vous dire ce que vous savez mieux que moi, qu'il y a des Alzheimer de 50 ans. Des Alzheimer de 50 ans. Nous avons aujourd'hui en France 450 000 Alzheimer suivis médicalement et 870 000. Non, je fais la différence, Monsieur le Président, entre ceux qu'on répertorie dans un schéma de soins. On est à un peu moins de 900 000 qui ont la maladie. En tout cas. Bon. C'est un drame national. C'est un drame national. Pas une plaisanterie, c'est un drame national. Voilà. Ça, c'est un sujet, vous voyez, c'est un sujet, ça. Ça peut arriver dans toutes les familles, ça peut briser toutes les familles. Ce que vous dites sur les aidants, A-I-D-A-N-T-S, les aidants, les aides, est parfaitement vrai. C'est une maladie qui fait plusieurs victimes. Plusieurs victimes, parce que pour les dents, c'est terrible. C'est un fléau national. Savez-vous, quand je suis devenu président, ce qui m'a étonné? J'ai fait venir un des grands spécialistes français, que je connais bien, qui est le professeur Bruno Dubois, qui est un grand spécialiste, un jeune médecin fantastique, qui travaille pour la gériatrie, vraiment... C'est vraiment des gens bien. Évidemment, ça n'intéresse personne. Enfin, moi, ça m'intéresse. Que des gens, vous comprenez que des jeunes médecins confient leur vie à travailler sur la dégénérescence cellulaire, ce qui peut d'ailleurs servir, j'en suis persuadé, pour d'autres maladies. Je l'ai fait venir, je lui ai dit, expliquez-moi. La recherche, je parle sous contrôle de Roselyne, il m'a dit, on ne sait rien. Rien. Je parle sous le contrôle des médecins. Si je me trompe, dites-le. On ne sait rien. J'ai dit, comment vous ne savez rien? Il y a près d'1 million de Français qui ont cette maladie, on ne sait rien. Dites tout juste, sait-on que ce sont des plaques brunes qui se collent dans le cerveau. Bon. Vous me connaissez, un petit peu de réputation. J'appelle Roselyne et je lui dis, on va faire un plan Alzheimer, on va mettre la France en tête des pays européens pour la recherche Alzheimer. Pas ce qu'on a fait? C'est exactement ce qu'on a fait. Aujourd'hui, c'est la première annonce. Non, c'était la deuxième, c'est les heures supplémentaires, la première, mais... Le même jour. Ah bon. Parce que ça me passionne. Je dis, comment on ne peut pas laisser les familles dans cette situation? Alors, bien sûr, il y a la considération, il y a le soutien moral, mais bon. Aujourd'hui, à la minute où je vous parle, 66 nouveaux chercheurs ont été recrutés. Vous savez, dans le contexte actuel, il y a 66 nouveaux chercheurs qui travaillent à plein de temps sur Alzheimer. 80 projets de recherche. Et ça frémit. Ça frémit. On me le dit, parce que je me tiens informé, j'essaie de me tenir informé de plus de choses possibles. Vous savez, l'hyper-président. Et moi, je ne sais pas, quand on fait un plan, ça m'intéresse de savoir si ça avance. Vous voyez, c'est un truc très bizarre. Très curieux. Je m'intéresse aux choses qui, dans le long terme, vous voyez. On fait un plan avec Roselyne, je fais le discours pour lancer le plan au côté ministre de la Santé, mais ça m'intéresse 6 mois, 1 an et demi après, de savoir qu'est-ce que ça devient. Et ça frémit. On commence à trouver des choses, et la France est reconnue comme le pays d'Europe qui fait le plus pour la recherche Alzheimer. C'est une des choses de l'action de mon mandat dont je suis le plus certain que c'est positif. 38 millions d'euros pour 80 projets de recherche. Nous avons expérimenté en ce moment même 17 maisons pour l'autonomie et l'intégration des malades d'Alzheimer, parce que voilà. Donc,
Et je vous annonce quelque chose, c'est que à la minute où la réforme des retraites est finie, c'est-à-dire votée par le Parlement, c'est-à-dire quelque part en octobre, j'engagerai immédiatement les consultations pour faire la réforme de la dépendance. Parce que Alzheimer, c'est quand même la superdépendance. Enfin, je veux dire, on est vraiment là dans une maladie qui a des phases aiguës à l'intérieur, hein, mais qui n'est pas aiguë au sens de l'opération. Hein. Il y a des crises, on passe de moments de normalité à des moments presque de violence, hein, parfois. Bon, de violence, qu'on peut dire. Bon, et donc, nous créerons le 5e risque, le risque dépendance, et nous organiserons le financement de la dépendance. Je le dis d'ailleurs au personnel médical, mais aussi les aides-soignantes, les infirmières, enfin tout le monde qui travaille dans l'hôpital et qui n'est pas médecin, que les moyens que vous me demandez, que vous demandez à la ministre, la seule façon d'y répondre de façon structurelle, c'est de dire, bon, il y avait le risque maladie, le risque retraite, le risque accident du travail, le risque famille, enfin c'est pas un risque, mais disons que quand on a des enfants, c'est aussi une charge financière, et il y aura le risque dépendance, et ce problème sera résolu dans l'année 2011. Il y a aujourd'hui 20% des Français seulement qui peuvent se payer leur maison de retraite. C'est ça la réalité du pays. C'est un drame. Quand on a un jeune Alzheimer de 50 ans, qu'est-ce qu'on en fait qu'on est une femme qui travaille ou quand ses parents habitent en province et que soi-même on travaille dans une autre ville? Comment on fait pour s'en occuper? On ne peut pas laisser ces Français dans le drame. Il me faut répondre à ces questions. Le tout avec des budgets contraints. Donc, là aussi, vous voyez, je vous annonce un calendrier. J'irai très loin. Et personne ne m'arrêtera si je crois